Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Cédric Philibert. Bonjour Cédric. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand honneur de te recevoir. Tu es expert dans le domaine de l'énergie depuis des décennies. Tu as travaillé une vingtaine d'années à l'Agence internationale de l'énergie. Tu as récemment publié un ouvrage qui s'appelle Éolienne. Pourquoi tant de haine? En effet, on peut se le demander. Des fois, je fais un post tout à fait innocent qui montre juste des choses encourageantes sur les éoliennes sans non plus être militant. Je dis rien de négatif sur d'autres technologies non plus et je me fais agresser des fois, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de haine en effet? Ça va être le thème de notre interview. N'hésitez pas à commenter de manière constructive en dessous de la vidéo sur YouTube ou sur LinkedIn. Vos remarques sont les bienvenues. Nous allons aborder pas mal de thèmes et répondre à certaines idées reçues concernant les éoliennes. Par exemple, celle selon laquelle en France, ça ne sert à rien, notre électricité après tout est déjà décarbonée, l'intermittence est ingérable, ça consomme beaucoup de matériaux, du ciment, des terres rares, ça utilise beaucoup de sol, ça provoque beaucoup trop de nuisances visuelles et sonores. Tout ça est importé de Chine, ça nuit à la biodiversité, c'est gavé de subventions, ça coûte cher, ça ne décolle pas, ça produit très peu d'énergie, ou encore c'est contraire à la sobriété, et inversement, ça provient de la religion écolo. Ça fait beaucoup de choses auxquelles répondre. Cédric, j'espère que tu es en forme. Peut-être pour la petite anecdote, alors quand même pour retracer ton parcours, et en introduction tu peux en parler, mais au sein de l'Agence internationale de l'énergie, tu faisais plutôt partie de ceux qui étaient optimistes sur le développement de l'éolien et en général des renouvelables, au sein d'une structure qui, elle, était plutôt pessimiste ou du moins conservatrice. Peut-être si tu veux te présenter tout Ah, d'abord, et puis enchaîner sur effectivement pourquoi tant de haine et d'où vient cette, parfois on peut l'appeler, cette désinformation autour de l'éolien en France et ailleurs. ah, voilà, Éolienne, pourquoi tant de haine? C'est mon troisième livre en français. En 90, j'en ai déjà écrit deux et publié deux. Un, La Terre brûle-t-elle, qui présentait le dossier du changement climatique et les amorces de solutions, et un autre qui s'appelait Du neuf sous le soleil et qui parlait déjà d'énergie solaire et d'énergie renouvelable, comme étant le principal panier de solutions pour lutter contre le changement climatique. Ensuite, quand je suis arrivé à l'AIE début 2000, j'ai d'abord fait 10 ans dans la division qui s'occupait du changement climatique, et puis après, j'ai fait 10 ans dans la division qui s'occupait des renouvelables. Donc, c'était un peu les deux cordes à mon arc. Et c'est vrai que l'AIE a mis, je pense, très longtemps à reconnaître le potentiel des renouvelables et en particulier du solaire et de l'éolien. Euh, bon, je me suis trompé, comme d'autres d'ailleurs, un peu moins sur le potentiel du photovoltaïque que j'ai sous-estimé, et j'ai peut-être surestimé celui du solaire thermodynamique à concentration, qui est une autre façon de faire de l'électricité avec du soleil, mais qui ne marche que dans les pays qui ont des cieux clairs et beaucoup d'énergie solaire directe. Voilà. Hum. Bon, mais voilà, pas grand monde n'avait une vision très claire du potentiel du photovoltaïque, et j'espère que maintenant c'est plus évident. Cela dit, dans les pays tempérés, on aura plus d'électricité éolienne que d'électricité photovoltaïque. Pourquoi? D'abord parce que l'éolien matche mieux avec la variation de la demande. On dit toujours les renouvelables, c'est des énergies renouvelables intermittentes ou variables, et donc c'est pas bien. Mais il faut d'abord savoir que la demande d'électricité, elle aussi, elle varie. Elle varie le jour, elle varie sur un rythme quotidien, hebdomadaire, et puis saisonnier. Et notamment, c'est en hiver qu'on a le plus besoin d'électricité. Alors, ça change un peu hein, avec le réchauffement. Ah ben, on va peut-être se chauffer moins, puis on va se refroidir plus. Mais quand même, c'est en hiver les journées sont Hum. plus courtes, il faut s'éclairer plus tôt, etc. C'est quand même en hiver qu'on a besoin de plus d'électricité, et c'est quand même en hiver qu'on a le plus d'énergie éolienne et le moins d'énergie solaire. Donc, en Mhm. fait, toutes les études, celles de l'AIE, comme celles de la Commission, comme celles des différents électriciens en Europe, etc., montrent que partout en Europe, du moins à partir de la France, hein, c'est peut-être moins vrai pour l'Italie, la Grèce et la péninsule ibérique, mais partout ailleurs, toute l'Europe du Nord, on aura
plus d'électricité éolienne que d'électricité solaire, simplement parce qu'elle matche mieux avec la variation de la demande. Mhm. On Donc, va y c'est venir sur l'intérêt de l'éolien, mais on va rentrer dans la technique davantage. Aussi l'occasion de répondre à des idées reçues, voire de la désinformation. Peut-être avant de plonger dans cette technique, justement, d'où vient tout, voilà, pourquoi tant de haine, pourquoi est-ce qu'on lit autant de choses, alors, je pense voilà. que la plupart des arguments ont d'abord été rodés aux États-Unis, en Australie, dans des cercles largement financés par les propriétaires d'énergie fossile, qui ont cherché, les mêmes qui ont essayé de jeter le doute sur le changement climatique Hmm. pendant un demi-siècle, comme on sait, tout en sachant très bien eux-mêmes à quoi s'en tenir, comme on l'a vu avec le cas d'Exxon, où de Total. Total a été beaucoup moins en pointe dans le mensonge que Exxon, qui a été extraordinaire. Voilà, donc c'est là où on a rodé les arguments. Et puis, ces arguments ont été repris en France par le lobby nucléaire, alors qui du coup inverse la situation du point de vue du changement climatique, qui se font les meilleurs champions du changement climatique. Oui, l'énergie nucléaire, c'est seulement 6 grammes de CO2 par kilowattheure, tandis que l'éolien, c'est 12. Alors c'est horrible, c'est 2 fois moins, enfin, ou deux fois plus pour l'éolien, c'est absolument horrible. En fait, il s'agit d'éliminer des énergies fossiles qui sont entre 400 grammes et 1 kilo de C'est ça, CO2. 400 pour le gaz et 1 kilo pour le charbon, Voilà. quoi. Donc, la différence entre 6 grammes et 12 grammes n'est pas vraiment significative. Ouais. Mais ils en font argument maintenant, c'est-à-dire, Hmm. et puis dans un système avec 100% de renouvelables, il faut un petit peu d'énergie thermique, qui n'est pas forcément fossile, mais qui pourrait être fossile. En fait, même si elle est fossile, ça n'empêche pas de décarboner le pays. Et même le système électrique peut être moins carboné, même avec cet appoint fossile à l'intermittence. Mais non, on fait argument, si c'était tout nucléaire, comme si on pouvait avoir un système 100% nucléaire, eh bien, c'est là où on aurait le moins d'émissions de CO2. Et là, encore une fois, on joue sur des pouillèmes pour se vanter, si j'ose dire, et pour faire Hmm. argument, mais ça n'est pas vraiment pertinent. Euh, voilà, donc donc en France, cette espèce d'idée que je vois partout, hein, que bah non, on n'a pas besoin parce que on est déjà décarboné. En fait, d'abord, c'est par chance, hein, on a construit un programme nucléaire, pas pour raison de carbone, mais Hmm. peu importe. Mais Heureusement que ça n'émet pas du CO, ça émet très peu de CO2, sinon la France serait un pays très climato-sceptique aussi. oui, voilà. Mais Parenthèse donc, refermée. bon, par chance, il se trouve que Par c'est chance. ça. On a fait un gros programme nucléaire. On a le pays au monde qui a la plus grosse proportion. On a eu jusqu'à 78%, je crois, de notre électricité d'origine nucléaire en 2005 ou par là. Depuis, ça baisse. Depuis, cette proportion baisse. Pourquoi? Parce que les centrales vieillissent. Il faut au minimum les interrompre au bout de 40 ans pendant un certain nombre de mois pour les examiner sous toutes les coutures et faire des travaux de remise à niveau. Cette remise à niveau inclut le retour d'expérience des 3 accidents majeurs que le nucléaire a connus depuis sa création, alors que les statistiques sur lesquelles ces centrales sont construites nous permettaient d'en prévoir entre 0 et 1, l'accident majeur. On en a eu 3 ou 5, si on considère qu'à Fukushima, il y en a eu un seul ou il y en a eu 3, puisqu'il y a plusieurs réacteurs qui ont été endommagés. Peu importe. On en a eu plus que prévu, donc on fait des remises à niveau. On prévoit une évacuation de l'hydrogène pour qu'il y ait moins de pression dans l'enceinte. On prévoit les systèmes d'électricité de secours sont assez peu efficaces généralement. Quand on les essaye, on s'aperçoit qu'ils ne marchent pas, les diesels de secours, etc. Donc, on voit des remises à niveau et puis on surveille l'état des installations, notamment les installations la partie des installations qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas remplacer, la cuve et l'enceinte. Donc ça, on surveille de près et aujourd'hui, personne ne peut dire combien de temps ces centrales vont durer. Elles étaient prévues pour durer 40 ans. Hmm. Le plan, si vous voulez, le plan dans les années 2000, c'était au fond, bah, on va lancer un EPR, on va lancer une nouvelle génération plus sûre, plus puissante, et puis, selon le retour d'expérience, on lancera une autre série pour remplacer les centrales actuelles qui devraient s'arrêter au bout de 40 ans ou peut-être être prolongées de 10 ans. Bon, maintenant, l'EPR, il a pris au moins 12 ans de retard, il n'est pas encore en service. Finalement, on s'est décidé à lancer d'autres réacteurs
C'est le virage de Belfort de février dernier, le 10 février, tiens, on vient de passer l'anniversaire. Euh, Mhm. voilà, on a décidé, le président a décidé, parce que pour l'instant, et les sénateurs l'ont soutenu apparemment. Euh, voilà, mais c'est pas formellement décidé dans les formes, hein, la loi n'est pas changée encore. De toute façon, au Euh, mieux, le premier coup de pioche de ces nouveaux EPR, c'est quoi? C'est 2027, 2028 et on en oui, livrera au mieux deux d'ici 10-15 ans. Enfin, ces ordres-là. 2037, je crois. Le mieux, c'est 2037. Voilà. Donc, entre-temps, il faut bien faire quelque chose si on veut électrifier nos besoins. Enfin, Voilà, alors, bien sûr, mais voilà, personne aujourd'hui ne peut dire, alors, on parle maintenant de les prolonger jusqu'à 80 ans, parce qu'aux États-Unis, on a donné cette licence à 6 réacteurs. mhm. Euh, aucun réacteur dans le monde n'a plus de 60 ans, hein. Ils ont tous, les plus vieux ont près de 55 ans. Bon, peut-être, euh, Peut-être et peut-être pas. Voilà. et peut-être pas. Il y a quand même une forte incertitude, d'une part, sur euh, combien de temps on va prolonger les centrales actuelles. Alors, de 40 à 50, probablement beaucoup, mais pas forcément toutes. Si vous voulez, dans l'histoire du nucléaire, en réalité, euh, il y a des examens périodiques. Alors, c'est tous les 20 ans aux États-Unis, c'est plutôt tous les 10 ans en France. Puis en France, c'est beaucoup plus sérieux, parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup de l'autocontrôle. Bon, et puis on décide de prolonger pour un certain temps, sous condition de faire un certain nombre de travaux. Et en réalité, ce sont jamais les autorités de sûreté nucléaire qui arrêtent les centrales. Généralement, ils disent non, vous pouvez continuer, mais sous telle et telle condition. Et puis là, ce sont les exploitants qui disent ah ben non, avec ces conditions-là, ça va nous coûter sur cette centrale, ça va nous coûter 1 milliard, sur cette autre, ça va nous coûter 200 millions, ben, on va continuer celles pour lesquelles ça coûte 200 millions, puis celles pour lesquelles ça coûte 1 milliard ou 1,5 milliard, on va arrêter les frais. Parce que c'est trop cher payé pour 10 ans peut-être, parce que si ça se trouve, ça peut être arrêté aussi 2 ans après pour une autre raison qu'on n'a pas vue. Voilà, donc on n'est jamais sûr. Et donc, ce sont les exploitants qui arrêtent les centrales nucléaires. Et ce qui est sûr, c'est que toutes les centrales du parc aujourd'hui n'iront pas jusqu'à 80 ans, ni même 60 ans. Peut-être elles iront, peut-être un certain nombre iront à 60 ans, un nombre plus élevé iront à 50 ans. Voilà ce qu'on peut dire. Hmm. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Cette question on va dire, d'effet falaise, elle est assez documentée par RTE, et là, on rentre encore plus dans le détail. Et donc, Bah, ça, disons qu'il y a aujourd'hui, elle est documentée par RTE, mais sur la base. Enfin, RTE nous donne trois scénarios, hein. Il y a un scénario accéléré, c'était un peu celui de la France insoumise. Il y a un scénario qui correspond à l'actuelle programmation pluriannuelle des investissements voilà, et de l'énergie. Et puis, il y a un scénario où on retarde ça. Alors, peut-être qu'on retarde encore un peu plus. Il y a une espèce de sentiment maintenant, tout le monde a compris qu'on allait retarder ces centrales et tout le monde l'accepte, parce que la situation a changé, parce qu'on a eu, euh, en plus, déjà, on a eu la sous-production de cette année sur le nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain si on a un autre défaut générique sur 15 centrales? On ne sait pas. Donc, on ne va pas arrêter des centrales qui n'ont pas de défaut générique qu'on connaît. hmm. Voilà, dont l'ASN nous dit elles peuvent fonctionner, ben on les laisse fonctionner. Ça, Hmm, hmm, hmm. c'est devenu une évidence, je crois, pour à peu près tout le monde. Ouais, ouais. Voilà. Je pense voilà, l'intérêt de développer d'autres sources que le nucléaire et donc de faire autre chose que du tout nucléaire est largement admise. Alors, tu citais la France où on a atteint le pic de production nucléaire vers 2005. Dans le monde, c'est 1990 où le nucléaire fournissait de l'ordre de 6% de l'énergie primaire qu'on consommait dans le monde. Aujourd'hui, c'est 3%. Voilà, et c'est jamais allé au-dessus de 6%. Et ailleurs dans le monde, on développe d'autres Oui, sources ouais. bas Je carbone ne que le je nucléaire. veux pas parler d'énergie primaire parce que les deux tiers est gâché. Voilà, on va y revenir d'ailleurs. Mais, Donc on va parler euh, d'électricité. En électricité, on est à 10%. On a été à 17%. mhm, À l'époque, les renouvelables, c'est-à-dire essentiellement l'hydroélectricité, faisaient 10%. Maintenant, c'est les renouvelables qui font 17%. Donc il y a eu un shift mhm, entre le nucléaire et les renouvelables au plan mondial et à peu près aussi au plan français, où finalement la montée des renouvelables n'a fait que compenser la décrue du nucléaire. Décrue qui est essentiellement
enfin, dont on peut attribuer une petite part à des décisions de gouvernement qu'on a le droit de contester ou de regretter, mais dont l'essentiel n'est pas dû à ça. L'essentiel est dû à la perte de compétitivité, l'essentiel est dû à la nécessité de renforcer la sécurité, Hmm. à des exigences nouvelles du point de vue de la sécurité et à des coûts, Voilà. C'est pas que la photo écolo, il y a plein mais non, de... bien Voilà. sûr. Une petite part, je veux bien qu'on dise une petite part, c'est dû. Bon, Hmm. peut-être qu'aujourd'hui, si on avait su à l'époque tout ce qu'on sait maintenant, on n'aurait peut-être pas arrêté Fessenheim, on aurait investi Hmm. dedans pour le prolonger de 10 ans, peut-être. Hmm. Mais c'est un peu trop facile de revoir, c'est ce que font les députés là, avec leur commission d'enquête. Ils revoient tout le passé à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui. Oui, c'est vrai, à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, on aurait fabriqué des masques FFP2 Hmm. dès 2019, ou voilà, bien sûr. Euh, mais c'est un peu trop facile. Hmm. Voilà, Pa- on Passons, ne maintenant pas qu'on a grand-chose. établi ça, sur le sujet de la variabilité, qui est peut-être un terme plus approprié que intermittence. Oui, Euh, voilà, il y a encore pas si longtemps, on entendait jamais l'éolien plus le solaire ne dépasseront 20% de l'électricité consommée. Bon, là, en Europe, qui est quand même un gros système électrique, donc l'Union européenne, près d'un quart de son électricité provient de l'éolien et du solaire combinés. Et si je suis bien les travaux des ingénieurs, des scientifiques, finalement, en termes de besoin de backup pour pallier l'intermittence, que ce soit du stockage ou des capacités dites pilotables, les besoins sont moindres que ce qu'on pouvait imaginer il fut un temps. En quelque sorte, oui. la variabilité est moins ingérable que ce qu'on a pu Oui, alors, imaginer. Voilà. voilà, alors c'est bien de parler de ça parce que c'est un sujet qui est très mal compris. L'argument le plus stupide, c'est celui qui consiste à dire, vous voyez, euh, la moyenne de facteurs de charge du parc éolien l'an dernier, ça a été 25%. Donc, ça veut dire que pendant 75% du temps, il faut faire marcher des centrales à charbon ou à gaz, et donc ça fait plein de CO2. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Allemagne, etc. Tout ça est complètement crétin. Je n'ai pas d'autres mots. Mais c'est fou. Euh, d'abord, en Vas-y, Allemagne, vas-y, développe. Oh non, mais c'est fou, c'est d'abord, fou. en Allemagne, on avait surtout du charbon avant et les éoliennes mordent maintenant largement dans la consommation de charbon. Ce qui compte, c'est pas le nombre de centrales qu'on ferme, c'est les tonnages de charbon qu'on brûle. C'est ça qui fait du CO2. C'est pas la centrale qui marche très rarement. En Allemagne, grâce à l'éolien et au solaire, on a diminué de 35% la consommation de charbon en 10 ans. Donc, il y a Mhm. un petit regain depuis la guerre en Ukraine, parce que faute de gaz. Mais fondamentalement, on a fait ça et on n'a pas augmenté le gaz, contrairement à ce qu'on croit. C'est vraiment une substitution. Les renouvelables ont permis de se substituer à du nucléaire et à du charbon. Alors, ce qu'on peut ajouter, on peut dire, on a le droit de dire et de penser, oui, s'ils n'avaient pas arrêté le nucléaire, ils auraient Mhm. pu réduire plus le charbon. Moi, j'accepte tout à fait cet Oui. argument. Mais c'est un choix souverain de l'Allemagne et je ne vois pas ce qu'on peut y Ouais. faire. Et Moi, je le, regrette que ça ait nui en quelque sorte, à la crédibilité, au sérieux de l'idée même de transition énergétique, notamment en France, et que ça a été vu comme un affront contre le nucléaire, et ça a créé une guéguerre dont on ne sort toujours pas. Et bon, voilà, ouais, je absolument. regrette aussi Ouais, l'image que ça a pu renvoyer aussi, au-delà du voilà. fait qu'on continue d'émettre du CO2 avec des centrales à charbon. Bon. Alors, je reviens sur l'intermittence. Ouais. Euh, L'intermittence, d'abord, il faut regarder l'ensemble des énergies, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et notamment la complémentarité éolien-solaire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, il y a du soleil quand il n'y a pas de vent et il y a du vent quand il n'y a pas de soleil. Je schématise, il y Hmm. a des moments où il y a à la fois du vent et du soleil. Dans la vallée du Rhône, quand le Mistral souffle, ben, il fait souvent assez beau. Donc, il peut y avoir les deux. Et puis, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de vent, ni pas beaucoup de soleil. Par exemple, au milieu de la nuit, dans une nuit calme et sans vent, ben, il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de soleil du tout. Donc, on est bien d'accord que cette variabilité est importante, qu'elle existe, qu'elle complique les choses. Alors, les gestionnaires de réseau sont habitués à une certaine variabilité, hein, parce qu'il y a la variabilité de la demande, on l'a dit. Et elle est importante. Hein, la moyenne de consommation l'hiver et la moyenne de Hmm. consommation l'été, c'est assez Ouais, presque, une différence presque de... 50% en plus l'hiver Voilà. facilement, avec des pointes qui peuvent être à Au sein 100%. même d'une journée, la variabilité est énorme. Et au sein même d'une journée, au sein même de la semaine, on consomme moins le week-end, etc. Bon, tout ça est évident, mais c'est vrai que la variabilité des renouvelables s'ajoute
à cette variabilité de la demande. On essaie de faire en sorte de matcher la demande, c'est la première chose à faire, mais on n'y arrive pas tout à fait. Et donc, le reste du système, celui qui n'est pas renouvelable variable, il est soumis à des contraintes plus fortes et plus difficiles, des rampes de mise en fonctionnement plus importantes, des amplitudes plus fortes. Tout ça est exact. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'abord, on va euh, faire le bon mix technologique. Ensuite, on va choisir des systèmes plus amicaux pour le système. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le facteur de charge d'une éolienne, c'est pas juste une donnée de la nature. C'est important parce que c'est la nature qui fait qu'il y Est-ce a que tu du peux vent. peut-être expliquer ce qu'est un facteur de charge? Tout le monde n'est pas forcément. Alors, le Enfin, facteur de charge, en deux mots, c'est la production annuelle produite par rapport à la production annuelle théorique si l'engin avait fonctionné à pleine puissance 100% du temps. voilà. Et Donc, donc, donc quand on dit pour c'est l'éolien terrestre, on est à quoi? 20-25%? alors, non, alors, sur le parc existant, on est à 25%. Mhm, Sur les nouvelles installations, on est au-dessus. On est à 28% sur le dernier appel d'offres. On a des installations terrestres qui sont à presque 40%. mhm. Hein. Et en mer, on est au-dessus de 50 En sur mer, les nouvelles installations. on est en tout cas au-dessus de 40. On est en tout cas au-dessus de 40. Après, ça va dépendre où on va et ça Mhm, dépend de ce qu'on construit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, indépendamment du vent, du régime des vents, de la vitesse des vents, etc., on sait construire des, 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 des éoliennes qui ont des facteurs de charge plus élevés parce que, en fait, on va si vous voulez. Il y a quelques années, on faisait des éoliennes de 2 mégawatts avec une certaine taille de pale. Aujourd'hui, on fait des éoliennes de 3 mégawatts avec une taille de pale plus importante qui pourrait supporter une éolienne de 4 mégawatts. Alors, si je fais une éolienne de 3 mégawatts et pas de 4 mégawatts, je vais perdre un peu en électricité, je vais en avoir un peu moins, mais je vais avoir un facteur de charge plus élevé parce que le facteur de charge, c'est une convention et donc, je vais calculer mon facteur de charge. Je vais être plus souvent à 3 mégawatts que je n'aurais été à 4 mégawatts dans d'autres cas. mhm, Et donc, je vais avoir un facteur de charge plus élevé. Et donc, les éoliennes d'aujourd'hui qui sont plus hautes, qui ont des rotors plus grands, elles sont aussi plus puissantes, mais elles auraient pu être encore plus puissantes. Et comme elles ne sont pas encore plus puissantes, elles vont avoir des facteurs de charge plus élevés. Et on va choisir ce facteur de charge plus élevé pour le bien du réseau. Parce que on aurait pu faire mieux en termes de production d'électricité pendant quelques épisodes, bref, où toutes les autres éoliennes marchent aussi à fond, donc on aurait trop d'électricité, ça ne servirait pas à grand-chose. Peut-être qu'on serait obligé de jeter cette électricité. Donc en fait, on la jette par avance, si je veux dire, en prenant une éolienne un petit peu moins puissante que ce qu'on aurait pu faire, mais on va avoir une production beaucoup plus étale, et ça va faciliter beaucoup la gestion du réseau. Ça va obliger à construire enfin, ça va permettre de construire des raccordements moins puissants. Voilà, on va pas dépenser des sommes folles pour évacuer un tout petit peu d'électricité pendant très peu de temps. C'est mhm, ça l'idée. Voilà, donc en fait, on va fabriquer des éoliennes de plus en plus avec des facteurs de charge de plus en plus élevés, de façon à simplifier la gestion du réseau. C'est pareil pour les centrales solaires. Quand on va pouvoir, peut-être qu'au lieu de les orienter directement vers l'équateur, c'est-à-dire vers le sud, on va les orienter vers l'ouest. Si on les oriente vers l'ouest, eh bien, elles vont fonctionner un peu plus tard dans la journée. Elles produiront un petit peu moins d'électricité, mais c'est pas grave. Elles vont produire de plus d'électricité aux heures où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en fin d'après-midi. mhm, mhm, Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va faire. On va faire des systèmes, des installations éoliennes et solaires meilleures pour le système. mhm, Alors après, on va développer le réseau et puis on va développer les instruments de flexibilité. Alors la flexibilité, ça va être quoi? Il y a de la flexibilité au niveau de la demande. Alors, mhm. parfois, c'est... L'effacement, par exemple. Hein. L'effacement, on parle d'effacement, par Oui, alors il exemple. faut expliquer un peu ce que c'est. C'est ce Voilà. qu'on a quand on a un chauffe-eau qui est avec un compteur jour-nuit. C'est typiquement ce qu'on fait. Il est asservi, il se déclenche normalement à 10 heures du soir et jusqu'à 6 heures du matin. Et puis, la chaleur reste stockée dans la journée. Voilà le principe. Ça fait qu'on va
alors ça a été construit en même temps que le nucléaire, si vous voulez, ça va permettre de faire tourner les centrales nucléaires la nuit quand il y a moins de demande d'électricité. Ça va aplatir la demande de la journée et augmenter celle de la nuit. Et c'est ça le but. Il y a des industriels qui peuvent s'effacer aussi, qui n'ont pas besoin de produire à fond tout le temps, euh, ou qui vont gérer la chaleur dans leur système. Par exemple, alors, il y a des effacements aujourd'hui, il y a des contrats d'effacement pour les grands fabricants d'aluminium. Mais chez nous, c'est très limité. C'est limité à une demi-heure parce que la chaleur, le niveau de température dans la fusion de l'aluminium ne doit pas varier trop. En Allemagne, ils ont mis un système de gestion de cette chaleur et du coup, ils peuvent s'effacer à hauteur de 30% pendant 24 ou 48 heures. Et à l'inverse, ils peuvent absorber, s'il y a un surplus d'énergie variable, ils peuvent l'absorber pendant 24 ou 48 heures et ensuite, ça leur permet de consommer moins, d'avoir moins d'électricité à consommer qui serait plus cher a priori parce que le moment où on a des surplus, ben, on a de l'électricité pas chère. Voilà. Donc, il faut apprendre à jouer avec tout ça. Alors, il y a des gens qui s'en moquent, hein, qui disent oui, alors on pourra se faire, je sais pas moi, on pourra aller chez le dentiste que quand il y aura que quand le vent soufflera. Alors évidemment non, il ne s'agit pas de tomber dans cette caricature, mais peut-être il y a quelques installations industrielles qui devront s'arrêter 15 jours par an. So what? C'est pas forcément un problème immense si c'est géré. Euh, Ouais. Si c'est le prix à payer pour éviter l'effondrement énergétique, j'ai envie de dire on s'en sort plutôt bien. examinons l'inverse. L'inverse, c'est on a tant d'énergie qu'on veut qui coûte rien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des stades de foot dans le désert et on fait des Jeux olympiques d'hiver dans le désert aussi. Non, ça c'est des aberrations. Voilà, donc on ne veut pas aller vers ces aberrations. On veut avoir une vie à peu près normale, hein. Il ne s'agit pas de se rendre les choses horriblement compliquées. L'effacement industriel, vous n'en avez jamais entendu parler, ça vous a jamais gêné dans votre vie courante. Votre compteur, votre chauffe-eau, voilà. Aujourd'hui, il y a une campagne qui est assez astucieuse, enfin, qui dit éteindre, réduire, décaler. Le Ouais. décaler, c'est ça, c'est exactement ça. C'est si vous pouvez, si elle ne fait pas trop de bruit, si c'est pas trop gênant, vous faites marcher votre machine à laver plutôt après 10 heures du soir qu'avant, qu'à 7 heures Mhm. du soir. Et puis si vous pouvez pas, vous la faites marcher dans la matinée avant que ce soit voilà, vous Mhm. attendez pas l'heure de pointe de 19 heures si vous pouvez, voilà. Oui. Euh, On peut imaginer que les usagers, alors outre les industriels, mais aussi les oui, entreprises du tertiaire et les particuliers, enfin les ménages, soient plus proactifs et impliqués demain dans la stabilisation du réseau, ou qu'on l'est aujourd'hui, on est tous un peu passifs, on s'en fout. Bon, oui, euh, effectivement, et oui, avec des absolument. tarifications incitatives Bah, peut-être aussi, il voilà. faudra des tarifications incitatives. D'ailleurs, on a remis en vigueur le tarif tempo. Euh, il y en aura d'autres. Alors, je pense que ce qui est amusant, c'est que plus on va électrifier les, les, les bâtiments, l'industrie et les transports, et plus des nouveaux moyens de flexibilité vont apparaître. Mhm. Mhm. Alors, on se dit, je me disais ça, moi, il y a quelques années, bon, il faut gérer cette variabilité. Et alors, si on électrifie tout, il va falloir plus d'électricité, ça va être encore plus difficile. Eh bien non, justement, Ouais, ouais. ça va être en fait plus facile. Il n'y a qu'à prendre les voitures électriques. Voilà, le fameux V2G, le véhicule to grid. Mais même sans aller jusque-là, le Mhm. grid to véhicule, la gestion de la charge, la gestion intelligente de la charge, qui n'est pas basée, qui est un mix entre votre besoin d'autonomie, hein, vous voulez avoir de l'électricité dans votre voiture parce que demain vous avez telle distance à parcourir et puis vous avez besoin d'une sécurité. Euh, et puis le fait de prendre de l'énergie quand elle n'est pas chère, en fait, c'est ça qui va vous inciter. Et donc vous allez vous débrouiller quand vous pouvez. Ce ne sera pas une obligation, mais vous serez incité à agir de façon astucieuse pour vous recharger au moment où ça coûte pas cher. Préférez une nuit avec vent qu'une nuit sans vent. Préférez, je sais pas, votre boulot ou dans votre usine, sur votre campus, votre centre commercial, vous allez vous recharger vous-même. euh, Entre 11 heures et 15 heures, aux heures où il y aura beaucoup de soleil et votre voiture sera sous un parking avec des ombrières photovoltaïques. Vous allez en profiter, vous recharger pour pas cher à ces heures-là. Voilà, ça va ajouter de la flexibilité au système. Hein. Et c'est pareil,
l'électrification de la chaleur industrielle va aussi vous apporter de la flexibilité nouvelle. J'en suis convaincu. Donc, et la fabrication d'un peu d'hydrogène, que ce soit pour l'industrie, pour la sidérurgie. L'hydrogène va être utilisé surtout en sidérurgie pour ses propriétés chimiques, hein, de Hum, réduction des oxydes de fer, qui est la première hum, étape de la fabrication de l'acier. hum. Euh, bah, Fabrication d'engrais aussi. pardon? La fabrication d'engrais azotés aussi. Oui, la fabrication de l'engrais azoté, qui est aujourd'hui la première, avec le raffinage, c'est les deux premiers usages de Hum. l'hydrogène aujourd'hui. Alors, le raffinage, je pense que ça va diminuer, Bah, mais faut s'en l'engrais débarrasser. Ouais. azoté, ça peut diminuer aussi, hein. On est en Un principe peu. politique de stabilisation ou de réduction, mais pour l'instant, elles n'ont pas produit beaucoup de résultats. Donc, on verra. Mais il faudra sans doute toujours des engrais azotés, même si je ne sais pas dire dans quelle quantité. Bref, ces fabrications-là euh, sont assez souples et la fabrication des électrolyseurs, c'est très, très souple. Donc, on ne fera pas marcher les électrolyseurs au moment où, comme on dit bizarrement, on sera en tension dans le système électrique, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de tension, en fait. Mais, Mhm. mais voilà, évidemment, c'est pas dans la période, vous savez, ces périodes que les Allemands appellent les Dunkelflaute, dont il faut parler un petit Mhm. peu. C'est la période où, Pétole. pardon? La pétole, c'est ça Ah oui, on peut dire la pétole, oui, tiens, je cherchais l'expression française, c'est pas mal la pétole. Mais la pétole, ça vise que le vent. Ouais. Là, il s'agit du vent et du soleil, hein. Ah oui, C'est oui, oui. des périodes, c'est en hiver, quand la demande est a priori élevée, et puis la production éolienne et solaire faible. Alors, Hmm. alors, d'abord, elle est euh, l'intérêt des interconnexions, quand même, c'est important. L'intérêt de se placer en Europe et pas en France, et encore moins à l'échelle d'une éolienne ou d'un parc éolien, c'est qu'il y a quand même plus ou moins toujours du vent quelque part. Et les périodes vraiment sans vent en Europe sont très, très rares, Hmm. beaucoup plus limitées et courtes que les périodes similaires en France. Et Hmm. puis, par ailleurs, les gens ne consomment pas toujours aux mêmes heures. Il y a 2 heures de décalage entre Kiev et Brest. Il y a des habitudes très différentes. Les Allemands ont fini de dîner depuis longtemps quand les Espagnols se mettent seulement à commencer la cuisine, etc. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a du roulement, il y a du. Bon. Et l'interconnexion, ça permet de jouer un peu sur tout ça. Il y a d'autres moyens de flexibilité. Il y a les moyens de la demande, les interconnexions, il y a les stockages, alors notamment l'hydroélectricité, c'est très important parce qu'il y a Mhm. beaucoup de réservoirs. Et aujourd'hui, Donc, les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est oui, ça? mais Voilà. même l'hydroélectricité normale, parce Ah que oui, 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 bien sûr. Ouais. normale, elle vient en appui, elle produit de l'énergie quand on a besoin, euh, du moins toute la partie qui est basée sur des réservoirs. Et je pense que là, on va peut-être voir une évolution de cette hydroélectricité, d'une fonction de production euh, un peu, comment dire, on cherche aujourd'hui à produire le plus de kilowattheures possible, et ça, on ne va pas le changer parce qu'on ne va pas faire des nouveaux grands bassins pour produire. Mais par contre, si on augmente la puissance des bassins existants, on peut avoir un fonctionnement plus pointu qui va davantage convenir pour bouger les creux de l'éolien et du solaire. Et je pense que l'hydroélectricité va évoluer dans ce sens. Hmm. Un même réservoir qui produit X gigawattheures par an, en fait, on va peut-être augmenter la puissance des turbines de 50%, et donc on aura, au lieu d'avoir 1 gigawatt, on aura 1,5 gigawatt, qui sera bien utile aux périodes de pétole, comme tu dis, aux périodes de sombre marasme, c'est l'expression que j'utilise, c'est le Ouais. moment où tu n'as pas beaucoup de vent ni de soleil. Et puis, euh, en ultime secours, il faudra des centrales thermiques. Alors, ces centrales thermiques, euh, en France, on va probablement devoir en construire. Il ne faut pas craindre de le dire. Dans les scénarios 100% renouvelables, on va venir après sur les 100% renouvelables, qui n'est qu'une solution, qui n'est qu'une hypothèse. Dans les 100% renouvelables, on en construit 30 gigawatts, c'est-à-dire 60 centrales à gaz, hein, euh, Mhm. moins celles qui existent aujourd'hui, euh, et qu'on va peut-être fermer un peu trop tôt, etc. Bon, mais euh, même si on met du gaz dedans, du gaz fossile, Mhm. eh bien, on consomme moins de gaz à ce moment-là qu'aujourd'hui. C'est ce que montrent toutes les études. On Hmm. a moins d'émissions de CO2. C'est pas parce qu'il y aurait, entre guillemets, beaucoup de capacités installées que ça tournerait tout le temps. Mais C'est non, ça. Voilà. ça Que quand il y tournerait en a vraiment besoin en ultime recours. C'est l'idée. quelques Ouais. centaines d'heures par an. Ouais. Donc c'est quelques pourcents du mix ou je sais Alors, pas.
Ouais. D'après l'étude RTE, qui se base sur une reconstitution de la production et de la consommation sur 20 ans, qui examine une augmentation forte de la production d'électricité, hein, de 475 à 645 TWh par an, donc c'est plus 50%. Bon, c'est quand même important. Le besoin de production dans une centrale thermique est en moyenne de 17 TWh par an, Mhm. c'est-à-dire 2,5%. Ouais, voilà. Ouais. Parce que la France n'est pas seule dans l'Europe. Si on fait une France seule sans interconnexion, c'est 2 fois plus, c'est 5%. Ouais, ouais, Et d'accord. voilà. Et- Donc 2,5%, c'est extrêmement peu. Et même si c'était du gaz fossile, eh bien, ce serait tout à fait compatible avec une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays. Mm. Évidemment, ce qui compte, c'est les émissions du pays, c'est pas les émissions, et de tous les pays, mais c'est pas les émissions du seul secteur électrique. Mais elles n'augmentent pas, elles diminuent, elles Mhm, aussi. mhm, mhm. Voilà. Mais elles n'arrivent pas à zéro si c'est Ouais. du gaz fossile. En revanche, quand on est très près de 100% de renouvelables, bah, on a aussi des moments de surplus. Et Mm. on a assez de surplus pour faire, et si on veut, de l'hydrogène vert qu'on va stocker de l'été sur l'hiver dans des cavités salines qui restent à aménager, mais on a des dépôts salins en Alsace, dans la vallée du Rhône, et puis nos voisins allemands en ont énormément, et donc on peut aller stocker un peu chez eux et rapatrier chez nous pour brûler quand on a besoin. C'est des quantités, enfin il y a largement de quoi fabriquer l'hydrogène qu'on pourrait brûler dans ces centrales thermiques. Ouais, tout à fait. Tu, Donc tu on n'as peut... pas parlé des batteries stationnaires qui sont un moyen de flexibilité aussi, très très Ah oui, oui, bien réactif. sûr. Alors, si j'ai bien compris, il n'y en a pas besoin tant que ça au sens, il faut que le taux de pénétration des renouvelables dans le mix commence à, des renouvelables variables, Oui, donc le lien plus solaire, commence à dépasser, si j'ai bien compris, les 50% de l'électricité qu'on consomme pour que éventuellement des batteries stationnaires deviennent nécessaires. Avant oui. ça, ça se gère. Enfin voilà, est-ce que je dis des bêtises ou Non, pas? mais non. Alors là, la situation, ça c'est vrai pour la France, hein, il y a, je crois, jusqu'à 26 gigawatts dans les scénarios 100% renouvelables. Il y a jusqu'à 26 gigawatts de batteries stationnaires. Il faut savoir que ça représente 5% du total des batteries qu'il y aura dans le pays avec les véhicules électriques Hmm. en 2050 qui seront presque tous les véhicules seront électriques. Alors, je ne sais pas s'ils ressembleront aux véhicules d'aujourd'hui. J'espère qu'ils seront plus Oui, légers. on n'aura peut-être pas 35 millions, mais moins. Voilà, Enfin, ils sont peut-être plus astucieux, etc. Mais il en faudra, hein. Il y a des tas de gens qui ne vont pas se passer de voiture. Faut pas imaginer qu'on va faire des transports en commun en zone rurale partout, etc. Bon, faut ouais. pas raconter d'histoire On aux n'a gens. que 30 ans, je comprends bien. Ouais. Je suis pas Voilà. fan de l'automobile, loin de là, mais voilà, la réalité est ce qu'elle est. Donc, il faudra des véhicules électriques et les batteries des véhicules électriques, ça représente 10 fois ou 20 fois les batteries stationnaires, hein. Voilà, mais les batteries stationnaires sont utiles. D'ailleurs, une partie pourront probablement être faites à partir de batteries du secteur de l'automobile recyclées. Parce que quand Mhm. elles sont un peu moins performantes, elles sont éventuellement très bien en stationnaire et un Ouais, peu bien en véhicule, parce que là, on a une ouais. perte d'autonomie qui est gênante, etc. Donc, la deuxième vie, les batteries de seconde vie seront peut-être très utiles dans le système Ouais. électrique. Bah, en plus, on parle d'une flexibilité extrêmement réactive dans la minute. Alors, Euh, avec les batteries, c'est très. Alors, voilà. c'est vrai que je suis passé directement à l'hydrogène, des éoliennes à l'hydrogène. Euh, J'aurais dû, tu as raison de me rappeler les batteries, mais il faut aussi rappeler le premier moyen de stockage d'électricité sur réseau aujourd'hui, et de loin, qui est les stations de transfert Oui, d'énergie par pompage. step. Ouais, Hein, les STEP. Et ouais. alors, les STEP, c'est un sujet intéressant. D'ailleurs, j'ai vu récemment un scénario fait par des fanatiques du nucléaire, je dirais, augmenter le niveau des STEP, enfin le multiplier par 4 J'ai en vu, France. ouais. Ouais. C'est peut-être ambitieux. RTE se propose de passer de 5 à 8 gigawatts. Cela dit, je pense qu'on peut faire plus, effectivement, parce que les gens n'ont pas une idée juste du sujet. Euh, les gens imaginent les steppes un peu comme les barrages. Les barrages noient des vallées importantes, prennent beaucoup de surface et de volume parce qu'il faut stocker les précipitations Hmm. et les accumuler.
Les steppes, c'est très différent. C'est beaucoup plus petit parce que ça vise la modulation à l'échelle de la semaine, disons, euh, Ouais. voire de la journée. Et donc, Oui, de la euh, journée, je pense, hein. Enfin, bon, pardon. bah, les deux. Oui, les deux. Ouais. Oui. Ça dépend desquels, mais voilà. En tout Euh, cas, c'est le moyen réactif qu'on a actuellement aussi pour voilà, ça peut gérer de même la être flexibilité, de ça peut gérer de être la variabilité de la demande aussi. ça peut être 2 fois par jour même. Euh, Hmm. ça peut être 2 fois par jour. Donc voilà, on les remplit, on les vide, on les remplit, on les vide, on les remplit, on les vide, Hmm. sur un rythme très rapide. Alors que les barrages, c'est 1 fois par an finalement. C'est à la fonte des neiges, on les remplit et puis on les vide Hmm. en hiver. C'est à peu près ça. Alors il y a des pluies entre-temps, je schématise un peu, mais en gros, Hmm. c'est quand même ça. Hmm. Donc voilà, un petit barrage de steppe produit beaucoup et permet de stocker finalement beaucoup. Hmm. Bah, il ne permet pas de stocker 8 jours ou 15 jours d'énergie pour toute la France. C'est pas lui qui est là. Ça n'est pas la réponse. Et les batteries non plus, ça ne sont pas la réponse pour les pétoles, les Dark Doldrums, je ne sais pas comment on dit, les Hmm. Dunkelflaute. Donc, les steppes, c'est pas, et les batteries, c'est pas la solution pour les périodes sans vent ni soleil un peu prolongées, mais c'est des solutions très importantes pour la modulation dans la journée et la modulation à l'échelle de la semaine, disons. Enfin, les batteries sur Hmm. toute la journée, les steppes, ça peut aller jusqu'à la semaine selon leur volume. Et il y a quand même des idées nouvelles d'ailleurs sur les steppes. Euh, il y a l'idée de faire une steppe marine euh, sur les falaises en Normandie avec l'eau de mer et un dénivelé de 100 mètres. On peut faire quelque chose d'assez grand qui est utile parce que c'est dans une partie de la France où il n'y a pas il y a pas de montagne pour faire des steppes. Donc c'est une proposition de François Lampérière qui est assez astucieuse malgré tout. Voilà. Mais il y a aussi dans les montagnes, il y a encore des options pour faire des steppes. Et puis, encore une fois, on peut surtout renforcer la puissance électrique de l'hydraulique normale, si j'ose Hmm. dire. Hmm. Euh, voilà. Bon, l'hydraulique normale est plutôt en baisse, hein, quand même, tendancielle avec le changement Oui. climatique. Rien que l'an dernier, j'ai regardé, l'Europe a produit 15% Non, d'hydroélectricité en moins que d'habitude, c'est ça? ouais, ouais, En raison des sécheresses, mais puis bon, donc on peut imaginer en 2050, il y aura des années où ce sera bien voilà. possible. Bref. Oui, ou il y aura plus souvent des années comme ça. Là, j'espère qu'on n'est pas déjà installé ou c'est dans quelque chose voilà, je pense qu'il y a encore un côté conjoncturel, On mais verra. ça va effectivement être probablement de plus en plus fréquent. Et le vrai problème d'ailleurs, c'est un problème que j'ai soulevé en 2003. On avait fait une interview au Monde, euh, et puis après, il y a eu un programme de travail à l'AIE. 2003, c'était la canicule en France. Euh, et j'ai soulevé le problème des effets de la canicule sur la production et la consommation d'énergie, notamment d'électricité. Mhm. Et en fait, le plus gros problème, c'est le refroidissement des centrales thermiques, qu'elles soient nucléaires ou fossiles. On a Mhm. un vrai problème de refroidissement avec ça. Euh, voilà, l'hydraulique est touché aussi. L'éolien l'est très peu. Et le photovoltaïque, à peu près pas, sauf s'il y a un nuage de sable du Sahara qui s'abat sur les centrales espagnoles. Donc, ce qu'il y a eu, ça c'était. Ah oui, en Espagne, oui. Ouais. Je me disais Donc, en France quand même. bon, On n'en on on a en est pas parfois là. des puits de Bon. sable, hein, ça existe. Mais Oui, enfin, d'accord. pas que ça pèse beaucoup voilà, d'un niveau statistique. Donc, je pense que l'éolien et le solaire sont plus robustes au changement climatique euh, qu'au C'est fond, documenté par le GIEC, hein, ce que tu dis. Je l'ai lu au oui, tout fond à fait, dans le le rapport du groupe nucléaire, 2. le thermique et l'hydraulique. Écoute, Cédric, mais passionnant, hein, et je pense que c'est vraiment important de faire cette pédagogie sur à quoi va ressembler le système futur. Ouais, C'est quoi la variabilité? C'est quoi la ouais, réponse à la variabilité? Quelle est la flexibilité? On voit qu'il y a ouais. flexibilité de la demande, flexibilité de l'offre, qu'il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'adaptations, on va dire, sur la production ou sur les comportements, que ce système futur, il doit se dessiner davantage dans l'esprit des gens. Sinon Oui, oui. et on voit que voilà, ça prend au moins 3 bons quarts d'heure pour l'expliquer. Et sur CNews et Sud Radio, il n'y a pas 3 quarts d'heure, quoi. Donc bon, voilà, c'est plus rapide Oui. de dire une bêtise que de dire tout ça. Justement, alors,
C'est très bien, hein. Je veux dire, sur ce podcast, on parle de flexibilité avec d'autres intervenants aussi. Ouais. Si on passe à d'autres, on va dire, idées Oui, reçues, oui, sauf si tu as des choses à bien sûr. rajouter, mais il y en a plein d'autres et je pense qu'on peut faire Alors, autant là, c'était complexe, autant il y a d'autres idées reçues, on peut y répondre assez facilement. Oui, on va aller plus vite, je te promets. La question des matériaux, les éoliennes, ça consomme beaucoup de ciment, ça consomme des terres rares. Alors, il faut distinguer. Ça consomme du ciment et de l'acier, parce que l'essentiel du poids d'une éolienne, c'est du ciment et de l'acier. Euh, Cela dit, ça pèse 1% ou un demi pour cent, et ça ira peut-être jusqu'à 2% au plus fort de la transition Voilà. C'est 1% dans du la terre. ciment en France qui est consommé pour les éoliennes. Donc, Voilà, voilà. cette Donc, soudaine prise de conscience anti-ciment en France, alors que pendant tout ce temps, on construit ouais, des maisons individuelles, des bien sûr, hypermarchés, des routes, bon, bref. bien sûr, bien sûr. Tout ça n'a pas grand sens. Alors, il y a la question du béton qu'on laisse dans la terre. Alors, d'abord, on va de moins en moins le laisser parce que la législation ne le permet plus. Et ensuite, le béton, c'est inerte, hein. Donc, ça ne fait pas une pollution dans la terre. Quand vous passez d'un système de chauffage, euh, vous passez d'un un système avec une cuve enterrée de GPL, par exemple, à un système avec une pompe à chaleur moderne, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? On vous dit de mettre ou d'extraire votre cuve, etc. Mais généralement, vous ne le faites pas parce que c'est compliqué, c'est cher, ça ne sert à rien. Puis après, on va l'enfouir ailleurs. Ou de la remplir de béton. Parce que ça neutralise. Voilà. Donc voilà, si on laisse un peu de béton, on est de toute façon obligé de recouvrir pour pouvoir faire une activité agricole, c'est ce qu'on faisait avant. C'est quoi le problème de béton? C'est exactement la même chose que d'avoir de la roche dans la terre, et on ne va pas enlever toute la roche de la terre. Donc, donc non, c'est pas un vrai problème. C'est vraiment, vraiment un truc qu'il faut sauter. Voilà. Mais cela dit, la plupart du temps, on va maintenant l'enlever, le concasser, faire des routes avec. La route, le problème, c'est pas, Oui, c'est pas le oui. béton. Le néodyme, cette question des terres rares. Oui, alors les terres rares, bah, d'abord, il y a les éoliennes terrestres, on utilise rarement. Hmm. C'est essentiellement un problème pour l'éolien maritime qui a tendance à utiliser des terres rares pour une question de légèreté et pour faciliter l'entretien. On peut faire des éoliennes à entraînement direct, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc il y a moins de panne. Donc, parce qu'une panne sur une éolienne maritime, c'est un peu compliqué, il faut prendre un engin pour aller réparer, etc. C'est plus Hmm, compliqué que hmm. pour l'éolienne de la Ouais. terre. Voilà, donc on utilise des terres rares. Cela dit, les terres rares, il y en a beaucoup, comme leur nom l'indique. Alors, c'est vrai Les que terres rares ne sont pas rares. Voilà, c'est voilà. Maintenant, c'est l'étymologie, je l'ai vrai oublié, que mais. les terres rares sont extraites pour beaucoup en Chine et sont surtout processées, comme on dit mal, sont surtout traitées, épurées, etc. en Chine. Donc, il y a un problème géostratégique Hmm. indubitable. Cela dit, alors, je ne sais pas, hein, euh, peut-être que demain, on a une situation moins pacifique qu'aujourd'hui avec la Chine et on a des ennuis de ce côté-là. Cela dit, la dépendance n'est pas du tout du même type qu'avec les combustibles fossiles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même dire. Mhm. Si on a un problème d'interruption sur des terres rares, la Chine a essayé d'interrompre les terres rares avec le Japon en 2010, Mhm. sauf erreur. Et puis ça n'a pas tenu. L'organisation, la World Trade Organization, dont on dit généralement du mal, a bien aidé à lever cet embargo. Mhm. Bref, Et à euh, nouveau, des terres rares, on en consomme dans tout un tas d'autres objets contre alors lesquels j'ai pas oui, vu de gens vent debout contre les téléphones non, portables, les non, on en télévisions. consomme pour l'instant plus dans le pétrole et la Ouais, voiture. ouais. Ah oui, parce que sans terres rares, si on veut faire sans terres rares, il faut non seulement revenir, enfin, sans terres rares dans l'automobile, euh, d'abord, on n'a pas besoin de terres rares non plus forcément dans les voitures électriques, hein, elles n'en ont pas toutes, sauf pour lever les vitres. Euh, mais il y a des terres rares dans les pots catalytiques. Si Ouais. on n'a plus de terres rares, on n'a plus de pots catalytiques. On revient à la situation de pollution thermique des voitures d'avant 70 à peu près. Mhm. Mhm. Multiplier ça par le trafic et vous trouvez un enfer de pollution atmosphérique, un enfer. Voilà. Donc on a besoin de terres Globalement, rares, Cédric, oui, mais pour beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il cette y en a dans votre question, téléphone, dans votre ordinateur ouais. portable, dans votre écran, voilà, dans vos missiles, dans beaucoup Ouais. de choses. Voilà.
Et si on Globalement, a une sur cette question interruption, de matériaux nécessaires à la transition énergétique, parce qu'elle est tellement complexe, il faudrait prendre matériau par oui, matériau, le oui, rôle du lithium dans les batteries, oui, etc. Mais ce que j'en conclus quand même, parce qu'on n'a pas tant de temps, oui. c'est on reproche des choses à la transition énergétique sur cette question de matériaux. Effectivement, ça va Ah, mais, nécessiter ah des non, mais c'est matériaux, et phénoménal. on aurait tous aimé que ça en nécessite moins, mais il faut voir les choses dans son ensemble, c'est-à-dire la masse de matériaux que va nécessiter la transition énergétique, c'est quand même sans commune mesure avec, je pense que Sans n'importe commune qui de mesure. bon sens Non, mais se le rend compte qu'il y a déjà charbon, beaucoup de matériaux autour de nous, quoi. on On a compare un avec le problème global charbon. de matériaux dans le monde, pas que Le sur la charbon, transition énergétique, hein. attends, le charbon, c'est des milliards de tonnes. Oui, Et extraite, les, oui. et les métaux, c'est 3 fois rien à côté. Ouais, ouais, Euh, par exemple. Donc, ben faut oui, redonner le sens des proportions. ben oui. Parce Après, il y qu'on a perd certains complètement. matériaux, effectivement, qui vont voir leur demande augmenter du fait de la transition énergétique, je sais pas, lithium, manganèse, tout ça. Mais à nouveau, on parle de quantité supplémentaire relativement faible par rapport à tout ce qu'on consomme déjà par ailleurs. Et Alors, voilà. ça dépend ça dépend desquels. Hum, On a les problèmes, c'est le nickel, le hum. cobalt et le graphite, je dirais. OK. Le lithium, on va aussi beaucoup multiplier, mais le lithium n'est pas un gros problème, c'est un élément assez abondant. Et on découvre des réserves tout le temps, donc je ne suis pas trop inquiet sur le lithium. On a de quoi faire des milliards de véhicules électriques avec le lithium qu'on a. Oui, c'est plutôt le rythme auquel on peut extraire, enfin Oui, accélérer la cadence, quoi. oui, mais là encore, je ne suis pas trop inquiet pour le lithium. Les problèmes, le cobalt, le nickel, le graphite, c'est un peu plus tendu à mon avis. Euh, le nickel, par exemple, beaucoup vient d'Indonésie Hmm. et c'est dans des zones qui sont dans des zones où il y a effectivement pas mal de biodiversité. Donc, s'il fallait identifier quelque part un problème avec la biodiversité et les minerais, je dirais le nickel. Voilà. Hmm. Mais Euh, je peux comprendre, les batteries de véhicules électriques étaient assez rapidement en train de se passer de cobalt et de nickel. Je dis ouais. pas que c'est plus du tout un problème, mais d'ici, je sais pas, d'ici une Oui, oui, oui. décennie, Non, mais quasiment toutes les batteries n'en consommeront plus du tout. Enfin, ni cobalt ni nickel. Donc, voilà, on y arrive. Bien sûr, la rareté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a pas des exploitations minières qui ne sont pas bien faites. Ça ne veut pas dire qu'il y a, hmm. il y a des problèmes. Hmm. Il ne faut pas nier, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème insoluble. Il n'y a pas d'augmentation de prix auquel on ne pourrait pas faire face parce qu'au fond, le lithium, si le lithium double, ça augmente de 5 à 10% le prix d'une batterie électrique. Parce qu'en fait, dans les batteries électriques, il n'y a pas beaucoup de lithium. Dans Mhm. les batteries lithium, il n'y a pas beaucoup de lithium. Voilà. Ok. Etc., etc. Donc, il n'y a aucun problème insoluble ou qui mettrait en péril la biodiversité en général, etc. Il y a des Alors voilà, problèmes justement, ponctuels. passons sur un sujet, l'artificialisation des sols et les nuisances à la biodiversité provoquées par l'éolien. Là Alors, c'est encore, pareil, c'est peanuts. les éoliennes, c'est quoi? C'est 0,5% des sols artificialisés par an. La biodiversité, elle souffrait déjà beaucoup des pesticides, enfin de Alors, l'étalement oui, urbain, etc. Là, tout à coup, pourquoi les éoliennes, c'est le grand méchant? Bon, non, non, faut regarder les oiseaux. hum, Les oiseaux meurent par millions. C'est les chats domestiques, hum. c'est les vitres des gratte-ciels, c'est les pare-brises des voitures, c'est les pesticides, c'est les La, chasseurs. la Voilà les disparition cinq, des insectes provoqués par les pesticides nuit évidemment aux oiseaux, quoi. C'est aussi... bien entendu. Mais même, tu as des oiseaux qui, par exemple les rapaces, hein, les éoliennes, l'inquiétude, c'est plutôt pour certaines chauves-souris et pour Mhm. certains rapaces. Alors, il y a des rapaces qui se portent bien, hein. Les milans, on trouve quelquefois des milans au pied d'une éolienne, mais les milans se portent bien. Il y a des menaces sur des... bon. Euh, ces rapaces, souvent, meurent empoisonnés par un rongeur qui est lui-même empoisonné par les pesticides. Ça, c'est une Mhm. source beaucoup plus importante que les éoliennes. À part ça, évidemment, il ne faut pas mettre une éolienne dans un couloir de migration ou il faut l'arrêter au moment où il y a une migration. Mais ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Il y a des dispositifs pour prévenir ça, comme les autres nuisances. Il y a une nuisance actuelle sur les éoliennes dont les gens se plaignent, Mhm. c'est les lumières la nuit. Mhm. Donc, il y en a trop. Bon, ils ont raison, il y a trop de lumière en général, hein. Il y a, on utilise trop de lumière la nuit et bon. Mhm. C'est pas que les éoliennes. Mais je conçois que ce soit nuisant, on a l'impression d'être près d'un aéroport, etc. Bon. Mhm.
En fait, on est peut-être le dernier pays en Europe à avoir cette nuisance-là parce que les autres l'ont éliminée. On sait très bien éliminer ces lumières et les faire marcher que quand un avion en perdition s'approche. On met un transpondeur et si un avion s'approche, les lumières s'allument. Et la nuisance sonore? Alors, la nuisance sonore, alors c'est pareil, il faut l'apprécier à sa juste mesure, hein. C'est à 500 mètres, c'est le bruit d'une machine à laver. Euh, D'accord. bon, Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'éolienne à moins de 500 mètres d'une habitation. non. Alors, si je Voilà. compare, mais je comprends que des gens en souffrent. Mhm. Je comprends que des gens fixent sur l'éolienne, qui est un changement récent dans leur environnement, Mhm. des frustrations à l'égard en particulier de la ville, dont ils ont voulu éventuellement par choix s'écarter, Ouais. multiples, des frustrations multiples, dont on voit l'expression fréquemment. Donc je comprends que des fois ça se fixe sur l'éolien, et je comprends il peut y avoir dans certains cas des nuisances objectives. Je ne crois pas une seconde que les éoliennes aient tué la moindre vache, par exemple. J'ai lu le rapport de l'ANSES, je raconte ça dans le bouquin, Mhm. sur le paysan qui clame que ces 450 vaches, enfin que 450 vaches sont mortes en 10 ans à cause des éoliennes près de chez lui. Voilà, il faut lire le rapport de l'ANSES, on se fait une idée très claire sur ce sujet. Euh, Ça tue quelques oiseaux, je crois 7 en moyenne par an. C'est trop, il faut essayer de le réduire, mais en même temps, il ne faut pas déployer des moyens démesurés. Ce qui compte, c'est les espèces, ce n'est pas les individus. C'est pareil pour les chauves-souris. Des fois, un développeur me dit on met des dispositifs pour protéger les chauves-souris qui coûtent 100 fois ce qu'on pourrait faire pour protéger les chauves-souris par d'autres moyens qu'on ferait en compensation. Mhm. Euh, voilà, donc il faut. C'est complexe, la biodiversité. Il s'agit de protéger des espèces et pas de protéger tous les individus d'une espèce. Mhm. Apparemment, les gens souvent confondent ça. Ah, il y a un oiseau qui est mort. Bah oui, il y a un oiseau qui est mort. C'est bien triste, mais tous les oiseaux finissent par mourir. Toi et moi, nous aussi, on finira par mourir. Mais voilà, c'est pas la même chose que la sauvegarde de l'espèce humaine. C'est d'accord? C'est pas Mhm. individuel. Bon, faut quand même comprendre ça. Et je vois monter une exigence vis-à-vis de la biodiversité qui concerne les renouvelables, l'éolien et le photovoltaïque en particulier, qui devient insensé littéralement, euh, qui est utilisé par les lobbies fossiles et nucléaires contre les renouvelables, mais qui est reprise jusque chez les écolos, qui sont par nature sensibles à la Mhm. biodiversité, et ils ont raison, bien entendu, mais du coup, ils sont vulnérables aux arguments de mauvaise foi qui arrivent de partout, et ils éprouvent du mal à hiérarchiser les enjeux. Le changement climatique est en lui-même une cause importante de perte de la biodiversité. Mhm. Mhm. Tout à fait. Euh, il y a un Je reviens sur les député. nuisances Pardon. visuelles, juste Ouais, pour donner aussi quelques chiffres et des points de repère. Il y a de ouais. l'ordre de 8 ou 9 000 éoliennes terrestres aujourd'hui en France. Pour atteindre, on va dire, nos objectifs de transition énergétique à 2050, on parle de quoi? À peu près 4 fois plus de puissance et donc à peu près 3 fois plus d'éoliennes terrestres qu'aujourd'hui. Enfin, Et RTE dit 30 000 mâts en terrestre. ouais. Je pense que même dans le scénario M0, en fait, on fait moins parce qu'on aura des facteurs de charge plus élevés, des Oui, puissances oui. plus élevées. Les Donc, facteurs de charge de RTE sont plutôt prudents. oui, je pense que entre 20 et 25 000, et ça, c'est dans l'hypothèse du M0. Ce qu'il faut Mhm. regarder aussi, c'est ce qu'il faut faire dans les autres scénarios, les scénarios où on fait du nucléaire et où le nucléaire réussit, ce qui est une hypothèse Mhm. Mhm. forte, Ouais. et il tient ses délais, il tient ses coûts, admettons. Ce serait un gros changement pour le nucléaire, mais admettons, ça a été le cas dans les années 70. Admettons qu'on réussisse à revenir à cette période bénie des dieux où tout marchait bien. Mhm. Euh, ben, il faut quand même faire 2 fois et demi plus de puissance éolienne et Ouais. 7 fois plus de puissance solaire. Sinon, on est court. On ne peut pas décarboner l'énergie finale dans les bâtiments, l'industrie, les transports. On ne peut même pas répondre à la demande électrique d'aujourd'hui. Mhm. Il faut absolument développer ça. Et ce que j'essaye de dire dans ce bouquin, au fond, le nucléaire, le nouveau nucléaire, c'est très incertain. Moi,
je vais pas me battre contre. Je pense qu'on pourrait s'en passer, mais de toute façon, ils vont le lancer. Très bien. Hum, Je prends comme un fait acquis et certain, quoi que je dise, quoi que je fasse, donc c'est pas la peine. Par contre, il faut faire comme si ça devait prendre 15 ans de retard et coûter bien plus cher. Donc peut-être qu'on fera pas 14 réacteurs et des SMR, peut-être on va lancer 3 fois 2 réacteurs. J'espère qu'on attendra un peu des retours d'expérience avant de lancer la suite. Parce que si on fait des erreurs génériques sur un, ben on les fera sur 6 ou sur 14 ou sur 25, et ça peut être assez embêtant. Euh, je pense qu'il faut faire comme si ça ne devait pas marcher, c'est-à-dire construire de l'éolien et du solaire sur le rythme nécessaire pour faire du 100%. Et puis, si le nucléaire marche, ben, on ralentira, on en fera moins, mais on ralentira à ce moment-là, pas maintenant. Maintenant, on est super juste. On a eu de la chance. On a passé l'hiver avec beaucoup de fossiles chez nous, chez nos voisins. Je ne voudrais pas qu'on refasse ça. On n'est pas à l'abri d'un autre pépin générique demain, dans 10 ans, on ne sait hum. pas. On n'est pas à l'abri que l'érosion de la puissance nucléaire continue simplement du fait de son vieillissement. Et on n'est pas à l'abri d'un retard de 10 ans sur la mise en route des nouveaux réacteurs. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure les nouveaux réacteurs tiennent compte de l'expérience de l'EPR, parce qu'on les simplifie, mais du coup, on les redessine complètement. Et du coup, c'est 6 prototypes qu'on va lancer. Hum, hum. Voilà, les changements sont profonds par rapport à l'EPR, dans l'EPR2. C'est pas les mêmes. Est-ce qu'ils marcheront mieux? On les construira plus vite? J'en sais rien. Hum. Et je pense que personne ne peut le dire. Ils peuvent me dire, on fait tout ce qu'on fait pour, d'accord, mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir. On n'en sait rien. La preuve de faire du nucléaire aujourd'hui, dans des conditions de sécurité qui sont nécessaires aujourd'hui, après les accidents qu'on a eus, dans les budgets et dans les temps, cette preuve n'est pas apportée aujourd'hui. Voilà. Je Il pense faut oui, faire on comme comprend ça. le propos qui est diversifier le mix et Il faut faire limiter les risques, comme si enfin ça de ne ne pas devait pas mettre tous marcher. nos œufs dans un seul panier. Oui, Voilà. tout à fait. Non, non, mais pas Euh, seulement ça. Il faut non seulement faire ce qui est nécessaire de toute façon, même si le nucléaire réussit, il faut 2 fois et demi plus de puissance éolienne, 7 fois plus hmm, de puissance photovoltaïque. Mais il ne faut pas se contenter de faire ça. Il faut faire comme si on devait aller à 4 fois la puissance éolienne, je ne sais plus, 20 fois la puissance solaire, c'est ça, oui, c'est ça. quitte à ralentir plus tard. Parce que ça, on peut le faire. Ça, une fois qu'on a décidé, qu'on a le terrain, etc., il faut 6 mois pour Hmm. déployer la centrale solaire ou l'éolienne. 6 mois. Prenons peut-être encore 5-10 minutes pour Oui, aborder quelques autres idées bien sûr. reçues. Tout est importé de Chine avec les éoliennes. Alors là, à Alors, nouveau, avec tous les trucs qu'on importe de Chine, pourquoi c'est particulièrement les éoliennes qui non, mais posent surtout qu'on les problème? importe. Mais qui plus est, en Europe, on a On ne une les importe pas de Chine, part. mais Voilà. Ouais. voilà, Alors, vas-y, vas-y, vas-y. c'est des productions européennes. C'est fondamentalement des productions européennes. Alors, celles qui ont des terres rares, on importe des terres rares pour leur moteur, mais tout le reste, alors le béton évidemment, l'acier pour les flottants, les pales, tout ça est fait chez nous. Tout ça est fait chez nous. Alors, c'est pas forcément une entreprise française, ça peut être effectivement des entreprises européennes, allemandes, danoises. Et oui, Vestas, Siemens. ici, ils sont mis plus tôt que nous, ils en ont fait plus que nous, ils ont une longueur d'avance, c'est pas de ma faute. Ouais. Non, j'avais vu même un schéma. Et on exporte. On voit tellement de choses. En tout cas, un schéma d'une source sûre que j'ai partagé sur les réseaux sociaux Ouais. qui montrait que finalement, alors, hormis le solaire, sur l'ensemble des technologies de la transition énergétique, l'Europe avait mondialement une part de la chaîne de valeur qui est loin d'être voilà, loin Mais d'être même sur dégueu. mais même sur le photovoltaïque, tu sais, parce que la fabrication des panneaux, c'est un tiers de la valeur. Il y a un tiers qui est en amont, et ça, c'est chez nous, c'est l'INES, c'est les gens qui Oui, fabriquent je parlais juste de la partie fabrication. voilà, Après, les voilà. meilleurs burgers, c'est les gens qui fabriquent les outils pour créer le solaire de plus en plus moderne, de plus en plus performant, etc. Et ça, c'est beaucoup en Europe, y compris en France. Et Hum, puis, alors, il y a la fabrication proprement dite, et puis ensuite, il y a l'installation et l'entretien, etc. Et ce dernier tiers-là, il est aussi
par nature français ou en tout cas européen. Donc non, le solaire, c'est aux 2 tiers européens et 1 tiers chinois. Oui, si on compte Donc, toute la chaîne, ah bah tout à oui, fait. ah oui, mais on Ouais, nous dit toujours qu'il faut prendre toute la chaîne quand on regarde des ouais, émissions de bien sûr. télé. Non, non, On le fait pour tu ça fais bien. aussi. Et c'est 2 tiers européens, 1 tiers chinois. Et l'éolien, c'est 9 dixièmes, 1 dixième. Ouais. Et puis bon, un truc qui en revanche, est totalement importé à 100%, c'est le pétrole et le gaz, et Ah oui, en oui, l'occurrence en on s'en s'en parle. passant pour la balance commerciale, et ça c'est à Oui, nouveau, c'est bien chiffré dans RTE, ce que la transition permettra en termes on va dire on peut d'effets ajouter positifs sur la l'uranium, balance commerciale. Ouais, ouais. on peut ajouter l'uranium qui est retraité en Russie, etc. Bon, Euh, Alors, l'éolien, ça coûte cher, c'est gavé de subventions. Alors, à nouveau, l'histoire est jalonnée alors, d'industries qui ont été soutenues par des subventions au début pour décoller. Pourquoi, à nouveau, particulièrement un problème avec l'éolien? Mais où est-ce qu'on en est sur cette question de subventions? ah ben, on en est que les choses se sont inversées depuis la deuxième moitié de 2021, c'est-à-dire que l'éolien produit moins cher que le prix auquel euh, l'éolien, pardon, se vend sur les marchés plus cher que le prix convenu dans les appels d'offres. Mhm. Et donc, il n'y a pas de versement d'un complément de rémunération par la puissance publique. Au contraire, il y a versement par les exploitants d'éoliennes à l'État de cette différence entre le prix qui tire sur le marché et le prix convenu lors de l'appel d'offres. Et ça devait être un reversement jusqu'à concurrence du remboursement des subventions perçues éolienne par éolienne. Et cette limite-là, la loi de finances rectificative de 2022 en juillet l'a fait sauter. Mhm. Et donc, c'est pour la vie des éoliennes. Chaque fois que ça dépassera ce niveau admis lors des enchères, eh bien, c'est l'État qui encaisse la différence. C'est une Mhm. taxation à 100% des superprofits, si tu veux. D'accord. D'accord. C'est vrai qu'elle est facile à définir. Là, ce pauvre Bruno Le Maire qui ne voit pas qui ne sait pas ce que c'est qu'un super profit, c'est vrai que c'est plus facile dans le cas des renouvelables. Alors, du coup, on les taxe à 100% que dans le cas du fossile où il faudrait déterminer exactement la part de super profit puis la part de profit normal, raisonnable en fonction du risque et de la rémunération nécessaire du capital. C'est un peu plus compliqué, mais alors du coup, on taxe à zéro. Voilà, donc du coup, chez Mhm. nous, les fossiles, les super profits fossiles sont taxés à zéro et les super profits renouvelables sont taxés à 100%. Je trouve que ça n'envoie pas un très bon signal aux investisseurs. Mhm. Mhm. Le fait que ça coûte cher, enfin, Ah non, ça où coûte est-ce pas bon, cher. les coûts ont énormément baissé. Est-ce qu'ils Oui, vont encore un peu baisser, ou est-ce qu'on oui. est un peu au bout du chemin? Enfin, Ah non, 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 ils vont encore baisser, notamment dans le maritime, parce que ouais. l'avenir du maritime, c'est le flottant. Dans le monde. Certains pays n'offront que du flottant, le Japon, etc. Il y a un grand avenir pour le flottant. Puis la France est bonne dans les technologies offshore en général, même si elle n'est pas en avance sur l'éolien, elle est très en retard sur tous ses voisins. C'est hallucinant le retard qu'on a dans l'éolien maritime par rapport au Royaume-Uni, à la Belgique, aux Pays-Bas. On est en train de prendre du retard partout, hein. On a installé Mhm. plus de solaire aux Pays-Bas l'an dernier qu'en France. Mhm. C'est, Mhm. c'est- c'est- En valeur absolue. Oui, oui. D'accord. Et les Ouais, ouais. Pays-Bas, c'est pas très grand. Enfin bref, Mhm. Mhm. c'est hallucinant le niveau de retard qu'on atteint. Mhm. Mhm. Euh, bref, voilà, oui, les coûts ont continué à baisser. Non, le solaire suivi par l'éolien, c'est devenu l'électricité la moins chère. Alors, j'entends, elle est intermittente ou variable, Mhm. il faut compléter, etc. J'entends tout ça. Alors, les systèmes qui ont un peu de nucléaire, nous dit l'étude RTE, sont moins chers. Parce Mhm. qu'il y a moins besoin de batteries, de steps, de réseaux, etc. OK? C'est vrai jusque 30-40% de nucléaire. Après, ça cesse d'être vrai. Après, ça s'inverse. Comme l'électricité nucléaire au bord des centrales est 2 à 3 fois plus chère que l'électricité renouvelable, si on en met trop, ça n'a plus, il y a plus d'avantage, au bout d'un moment, il n'y a plus d'avantage en termes de flexibilité, etc., ou de Mhm. pilotabilité, Ouais. et donc ça s'inverse. Ça, on ne le dit pas. Les gens disent, ouais, RTE a montré que plus il y a de nucléaire, mieux c'est. Non, c'est vrai jusqu'à 30-40%. Après, ça Ok. cesse d'être vrai. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai
si les hypothèses de RTE que lui a donné EDF sur le coût futur des centrales nucléaires se révèlent exactes. Pour l'instant, on a toujours eu, sur ce genre de projet, on a toujours eu le facteur pi. Le projet coûte 3,14 fois plus cher que prévu au début. Ouais. Donc, je ne sais pas si on l'aura encore. C'est une règle générale qui vient des militaires. Hein. C'est McNamara qui a expliqué ça au général de Gaulle il y a déjà un certain temps. Il y a le facteur pi entre le projet qui nous est présenté et qu'on adopte et puis les coûts à la fin. Ben, on le voit sur EPR, c'est pareil. Est-ce que ce sera pareil sur les prochains? J'espère que non, mais la question doit être posée. Euh, L'éolien, ça ne décolle pas, ça produit peu d'énergie. Alors, justement, de ce que je vois, ça décolle en fait assez vite. Alors que moi, j'ai Ah plutôt oui, en tête les chiffres éolien plus solaire. Donc, à l'échelle de l'Europe, ça produisait 0% de notre électricité en 2005, on va dire. ça va très vite. Là, on se rapproche du quart. Ouais. On n'en voit pas forcément trop la limite. J'ai aussi fait un calcul très simple en allant regarder les capacités prévues d'éolien en mer en Europe, notamment mer du Nord, d'ici 2030. Rien que l'éolien en mer fournirait 15% de la consommation d'électricité en Europe en 2030. De l'ordre de, 15%, c'est peut-être 12, c'est peut-être 17, mais Oui, de oui, l'ordre oui, de 15%, c'est quand même beaucoup en très peu nous, de on temps. a, Donc, on alors, a pardon, je parle en électricité, pas en énergie. pardon. Voilà, c'est la part de notre électricité. Oui, oui. Oui, Donc mais en fait, ça l'électricité, décolle assez alors, vite, quoi, c'est plutôt rapide. non, mais c'est important de raconter ça parce que l'électricité, c'est vrai, aujourd'hui, c'est 25% de notre énergie Oui, en en Europe, finale, en énergie finale. 28% en France, en fait, mais disons 25% en Europe, Ouais, 20% dans le monde, 25% en Europe, ouais, dans les pays développés. ouais. Euh, En 2050, c'est au moins 50, 55%. Hmm. 55% en Europe, 50% dans le monde, au moins. Je pense beaucoup plus. Je pense que la partie, dans les scénarios aujourd'hui, la partie non électrique est beaucoup plus difficile à tenir. Faire Ah oui, 40. c'est beaucoup de biomasse, beaucoup de. Mais Enfin, oui, ce c'est sera beaucoup vrai. plus difficile. Mais oui, les gens qui s'inquiètent des effets sur la biodiversité devraient plutôt regarder de ce côté-là. Ah oui, Il y a des choses qu'on peut faire. On peut développer encore la biomasse de seconde génération, les déchets. On peut faire des choses. Mais c'est là où il y a des vrais conflits sur la biodiversité. Si je prends ce qu'il nous faut en solaire en France, il nous faut entre 100 et 200 000 hectares au sol à prendre sur. Bon, c'est même pas le quart de ce que nous avons en biocarburant. Et les biocarburants, ça produit 10 même pas 10% de nos kilomètres, alors qu'avec ça, on fait 100 fois plus de kilomètres avec l'électricité sur un hectare. Hein, si je mets des panneaux photovoltaïques, je fais 100 fois plus de kilomètres que si je fais des biocarburants avec ah, une mais il y a voiture plein électrique et une voiture de. thermique. 100 fois, 100 fois. Et c'est un Ouais. calcul prudent. Il y a plein de choses sur lesquelles on a un peu du mal à se projeter parce on compte beaucoup en énergie primaire comme s'il fallait remplacer, et on dit 80% de notre énergie primaire est fournie par les fossiles, c'est tout à fait vrai, mais comme s'il fallait entièrement remplacer cette énergie Ah bah, primaire bien sûr par que de non. l'électricité, c'est Bien sûr assez que non. trompeur, mais je me dis, Bien sûr alors que non. j'ai pas fait le calcul, mais rien que remplacer le chauffage au fioul ou au gaz par une pompe à chaleur électrique, enfin, je veux dire, on est, Ah, alors, tu as voilà. tout à fait raison. Le surchauffage, euh, la pompe à chaleur doit permettre à la fois d'éliminer le fuel, le charbon, pour ce qu'il en reste, le fuel, le gaz, et suffisamment de radiateurs électriques faiblement performants pour que, in fine, en 2050, les bâtiments ne consomment pas plus d'électricité qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est Les ça. bâtiments, ça ne doit pas consommer plus d'électricité demain et ça doit éliminer les fossiles, donc sans augmentation de la consommation, parce qu'on va faire des économies d'énergie aussi sur le chauffage électrique d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier truc important. Mm. Euh, pour un véhicule, entre le pétrole brut et le mouvement, j'ai des pertes considérables Ah euh, oui, qui sont j'ai trois quarts qui partent en chaleur. c'est ça. Pour faire de l'électricité avec les fossiles, j'ai des pertes qui vont de 10%. 65% à 45% dans le meilleur des cas. Attends, Sauf si attends, redis ça. Ah oui, oui, pardon. Oui, l'efficacité d'une centrale à charbon, c'est 35%. Une centrale nucléaire, c'est 35%. oui, ok. Alors, une centrale à charbon performante, ça peut être jusqu'à 40-42%. Ouais, ouais, Une ouais. centrale à gaz à cycle combiné, on peut monter à Ouais, 55-60%. ouais. Mais un Et si on a véhicule de la électrique, cogénération, si mais on a un de la véhicule électrique cogénération, alimenté avec, on va dire, de l'énergie solaire ou éolienne,
Ah ben, Le je vais faire. rendement est de quoi? Le véhicule électrique, Oui, véhicule électrique, on va dire alimenté avec une électricité renouvelable. 70%. Combien? Oui, 70%, c'est ça, tout 70. compris. Oui, non, je ne sais pas pourquoi En- j'avais en tête 90, mais oui, oui, ok. Non, bah, ça dépend, ça dépend. Si tu prends le système, si tu prends depuis le panneau jusqu'au véhicule, C'est 70. tu as 70 qui va être transformé en mouvement. Ouais, ouais, On compte les ouais, pertes mécaniques, les pertes électriques, les pertes de charge des batteries. C'est le sujet majeur, hein. C'est les pertes de charge des batteries absolument. sur lesquelles il faut faire des progrès. Il y Ouais. a des véhicules vendus en France qui ont encore des pertes de charge inacceptables au niveau des chargeurs. Voilà. Et puis, c'est les 7% traditionnels dans le réseau. Alors, Ok. on pourrait ajouter, si on est de mauvaise foi, enfin non, si on n'est pas de mauvaise foi, on pourrait ajouter, ce serait légitime d'ajouter dans un système très fortement renouvelable une part de curtailment, de dissipation de 2 ou 3% de l'énergie. Voilà. Ouais. Euh, Tout ça, c'est contraire à la sobriété, argument que je peux entendre, toute cette nouvelle industrie, tous ces investisseurs qui gagnent de l'argent, enfin, c'est le capitalisme vert. C'est Là, l'horreur. pour le coup, ce sont des arguments, je pense, enfin, moi, je peux m'y identifier, toutes ces éoliennes partout, enfin, et la sobriété dans tout ça, quoi. Oui. Alors, la sobriété, c'est important. C'est important, mais ça peut nous permettre de résoudre 15 à 25% de notre problème de changement climatique. On doit éliminer nos émissions. Éliminer. Si c'est par la sobriété, ça veut dire on élimine la production et la consommation. Je schématise parce que c'est brut Hmm. et pas net, donc on pourrait en garder. On pourrait vraiment, si on faisait que la sobriété, vraiment on retournerait à l'âge des cavernes. Non mais c'est sans blague, parce que, alors, non, encore, j'exagère, mais, mais, Un petit mais peu. un Mais je petit peu, comprends, non, un petit peu, mais pas tellement. C'est-à-dire que personne n'a fait n'est allé au bout de la logique de cette proposition. De rejeter tout, rejeter les éoliennes, rejeter le véhicule électrique, rejeter le photovoltaïque, euh, rejeter les. Alors, pour des raisons politiques, on rejette la façon dont c'est financé aujourd'hui, ça doit être un grand service public, etc. Bon, tout ça, c'est rejeter, rejeter l'idée qu'il faut amener, il faut forcer les compagnies fossiles à investir dans le renouvelable. Euh, c'est refuser les moyens d'agir. Et non, la sobriété est très importante dans certains domaines. Euh, L'aviation, non, on ne peut pas aller vers un triplement des kilomètres parcourus en avion dans le monde, et ça coûte suffisamment pas cher pour il faut vraiment se restreindre. En Mhm. plus des économies d'énergie, en plus peut-être des carburants soutenables qu'on va progressivement mettre au point, tout ça. Et non, il faut une part de restreinte volontaire, de ne pas prendre Mhm. l'avion pour aller passer un week-end à l'autre bout de la planète, etc. C'est évident. C'est évident. Il y a d'autres domaines dans lesquels je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, on peut manger moins de viande et surtout moins de viande de bœuf, préférer le poulet. Voilà, on peut s'interroger même sur les produits laitiers, on peut s'interroger, on peut Mhm. essayer d'avoir plus de soja, plus de protéines végétales, plus de légumineuses, etc. Je comprends tout ça. Euh, c'est utile, c'est nécessaire, mais ça ne résout qu'une partie du Oui, une problème. partie, oui, oui. Et on ne peut pas faire sans une partie beaucoup plus importante du problème par des moyens technologiques. Je veux bien être taxé de technosolutionniste. Ce qui m'ennuie, c'est d'être mis dans le même sac que les gens qui veulent envoyer des sulfates de soufre dans la haute atmosphère pour barrer la route au rayonnement Oui, solaire. non, C'est pas la mon cas. géo-ingénierie solaire, bon, ça c'est encore un Oui, autre sujet. oui, oui, non, mais on les met dans le même cas, on les met dans le même camp. On met dans le même camp ceux qui veulent développer des renouvelables, ceux qui veulent capturer le CO2, qui est une solution qu'il faut utiliser là où on ne sait vraiment pas faire autrement. Capturer le CO2, peut-être sur les cimenteries Hmm. qu'il faut d'abord électrifier. Il faut d'abord les électrifier avec des renouvelables pour éliminer les émissions d'énergie. Mais il y a toujours des émissions de procédés, et c'est là où on pourrait les capturer et les stocker, en effet. Voilà, mais c'est une solution à utiliser là et pas sur une centrale thermique ou sur une usine qui consomme de l'énergie fossile. Ouais. C'est pas à ça que ça peut servir. Voilà. Et puis les gens qui veulent faire de l'ingénierie, la géo-ingénierie, non, j'en suis pas. Non, donc Voilà. Donc, ça globalement, m'ennuie ok. qu'on mette tout ça dans le sac des solutions technologiques.
Ah bon, de façon à globalement, différencier. j'ai pas tendance à opposer entre elles, Ça, ça à propose. opposer entre eux les leviers d'action que sont la sobriété et la technologie. Je veux dire, c'est complémentaire. Je dis Et pas en ça. effet, la sobriété peut faire un bout du chemin. Bon, si je regarde les scénarios vraiment de décarbonation mondiale, pas européenne, Ouais, décarbonation mondiale, les plus ambitieux, pour ne ouais. pas dire les plus durs sur la sobriété, c'est-à-dire 15 mètres carrés habitables par personne, par exemple. Donc voilà, aux États-Unis, on en est loin. Donc vraiment, c'est les scénarios dits low energy demand, Oui, qui oui. arrivent à moins 40% de consommation d'énergie, il me semble, finale d'ici 2050 pour le monde. Donc ça, c'est la moyenne mondiale. Pour les pays riches, ce sera encore plus. Mais ça, c'est vraiment si on va jusqu'au bout. Donc ton 15-20%, ça me paraît effectivement Oui, plus parce que je crois réaliste. pas, je crois pas à des contraintes de ce niveau-là, honnêtement. Mais quoi qu'il en soit, même en cas de 40%, il faut bien faire quelque chose pour les 60% restants. Donc Oui, oui, en voilà. plus. Ouais, Oui, en ouais, bon. plus. Oui, Donc oui. à un moment, Non, mais après, tu bon, imagines le niveau de contrainte quand même, le niveau de. Je veux bien, alors il y a des gens qui en ont trop et d'autres qui n'ont pas assez, etc. Il faut mieux répartir, il faut que tout le monde ait un logement minimum. C'est quand même ce que dit le GIEC, hein, et quand ils ont présenté leur rapport, c'était très clair. On peut faire de la sobriété, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui n'ont pas le minimum. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont même pas accès à une énergie sûre pour cuisiner. Donc là, c'est Eh quand même. oui. Bah, d'ailleurs, Euh, sur l'énergie sûre pour cuisiner, maintenant, c'est le mélange du photovoltaïque, de la petite batterie et de l'autocuiseur électrique à pression. Je ne veux pas donner ouais. un nom de marque, mais on en trouve ça dans toutes Oui, les. oui. Bon, C'est ça la solution, hein. c'est en train de. Alors, c'est l'idée, effectivement, mais en tout cas, bon, pour le moment, le solaire n'est pas si développé dans une région comme l'Afrique. Mais de toute façon, moi, je constate que Non, les non, énergies conventionnelles ont très clairement échoué non, dans mais alors, l'ambition d'arracher ces gens de la misère et vont probablement continuer à le faire. Et s'il y a bien une énergie qui présente peut-être le potentiel de eh fournir oui, quelque chose à ces populations-là, effectivement, le solaire, j'ai au moins quelque espoir que ça fasse quelque chose, quoi. Je dis pas. sur le site de l'IFRI, où je travaille comme chercheur associé, où j'écris, je publie des choses un peu plus longues que d'habitude, j'ai un papier qui est en français, qui est traduit en français, qui est l'électricité pour les pays en développement, pour la Ah, cuisine d'accord. des pays en développement. Voilà. D'accord, d'accord. Je- Sujet très important parce peut-être qu'on pourra mettre que. le lien parce que c'est un sujet auquel trop peu de gens s'intéressent, ça change pas sur le climat, mais ça change sur la vie de 2 milliards d'individus. Donc, Ah bah c'est fondamental. On parle beaucoup du climat, on parle beaucoup de la sécurité énergétique des pays ouais, riches pour maintenir le niveau de vie. On parle pas ouais, tant que ça de ce ex- troisième sujet, en fait au moins tout aussi exactement, important que le climat, exactement, qui est la misère exactement, énergétique, hein. Bon, exactement. la situation Et actuelle n'est pas éthique, je veux dire. je Voilà. te donnerai quelques liens à mettre sur ton site, mais notamment celui-là, parce que je pense que c'est un sujet important. Avec plaisir. Bah, écoute, en conclusion, une autre idée reçue, tout ça, l'éolien, c'est la religion écolo. Bon, on peut faire de l'écologie non religieuse, hein. Les écologistes ne Oui, sont pas tous des non. fanatiques. Donc, dernière question, Cédric, est-ce que tu fais partie de la religion écolo? Alors non, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ça fait depuis que je suis, j'allais dire tout petit. Enfin, en gros, depuis le bouquin de Rachel Carson, hein, en Hmm. vers 62, j'avais 18 ans. Donc même avant, parce que j'ai déjà fait un truc, bon, je sais plus. Euh, j'ai fait un premier exposé sur les pesticides, je crois que je devais être en troisième ou quelque chose comme ça. Donc, depuis toujours, c'est le sujet qui m'intéresse. Je m'intéresse au climat en particulier depuis 84. J'ai fait un article dans Géo français en 84, ensuite un bouquin en 90. Je m'intéresse au renouvelable depuis tout ce temps-là. Est-ce que c'est une religion? Je crois pas. Euh, non, mais dans religion, si on prend la religion dans son sens qui relie les hommes, Hmm. c'est ça que ça veut dire religion. Ouais. Je trouve que le combat pour avoir un environnement viable Hmm. est un combat qui peut relier les hommes Ouais. et qui peut les Hmm. associer. Euh, c'est un combat pour que chacun ait au moins le minimum vital sans détruire les conditions d'existence ni des autres, ni des autres espèces. C'est vrai qu'il y a une érosion des espèces qu'il faudrait à tout prix ralentir. On est dans la sixième extinction. Il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas d'angélisme. Là, en ce moment, je trouve que les mouvements écologistes
se font avoir par les gens des fossiles et du nucléaire d'ailleurs sur le thème ah bah non, les renouvelables, c'est trop dangereux pour la biodiversité et la planète. Maintenant, c'est ça. Hein, ils ont employé ces arguments et les écologistes, les députés, par exemple, se sont largement laissés convaincre. Et ils ont mis des tas d'obstacles. Il y a des formes de renouvelables qui leur conviennent, et puis d'autres, ça crée un problème. Les éoliennes, ça crée une saturation visuelle, et maintenant, il va falloir prouver que ce n'est pas le cas dans les autorisations. Ça va donner lieu à des nouveaux conflits. C'est super, ça va permettre de bien ralentir encore plus l'éolien, et ça, on doit aux écologistes français, les députés. Donc, non, il ne faut pas tomber dans une religion, il faut garder une approche pragmatique, mais si on veut dire que ça peut relier les hommes. Moi, j'ai vécu à l'AIE, j'ai beaucoup voyagé, j'ai un bilan carbone très mauvais parce que j'ai été au COP, j'ai été rencontrer les gens chez eux, en Afrique du Sud, en Chine, etc. Et au fond, il y avait quand même, pour ces gens avec qui j'ai pu travailler, cette ambition commune oui, de protéger l'environnement et de faire un monde vivable pour les générations à venir. Et ça peut, oui, ça peut relier les gens entre eux, comme une religion. C'est Bah, ce écoute, qu'une religion est supposée faire. Après, on a vu souvent des guerres de religion et on voit que les religions, quand les gens les prennent au pied de la lettre, ça conduit plutôt à des guerres féroces. Donc, hmm. prudence. Euh, non, mais écoute, merci beaucoup, Cédric, c'est passionnant. Et puis, je pense aussi sur des questions comme, entre guillemets, la décroissance ou la sobriété. On est un peu de part et d'autre d'une certaine ligne de démarcation, toi et moi, mais au final, on voit on partage certaines idées proches, comme quoi il est possible de trouver des compromis. Sûrement. J'encourage évidemment à lire ton livre qui est très instructif au-delà on a bien vu dans ton discours que ça va bien au-delà de la seule question de Oui, l'éolien, oui, que c'est effectivement l'éolien est une porte d'entrée pour parler plus oui. largement de transition, des questions de flexibilité. On a beaucoup appris grâce à toi et je te remercie infiniment. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.